quand j'ai plus le goût de rentrer travailler sur quelque chose que j'ai appliqué pour faire, puis en plus, j'ai de mes compagnes qui ont plus le goût, puis j'ai des fois de mes compagnes qui ont les yeux dans l'eau, il y a quelque chose qui marche pas là. Ça commence très subtilement, comme à la blague un peu. Ça peut être au niveau de vestimentaire, ça peut être au niveau d'un commentaire, mais c'est toujours très insidieux, très subtil les premières fois. Par contre, lorsque c'est des commentaires sur une employée, parfois tu te dis des jugements puis des préjugés comme tout le monde, mais plus ça s'accentue, plus tu dis c'est anormal. Et c'est sûrement à mon tour quand je suis pas là. Ce que je trouve le plus farfelu, c'est d'avoir à me faire dire quoi mettre. Je pense que d'avoir une tenue décente, une tenue aussi où on donne un petit peu l'exemple aux gens avec lesquels on travaille, c'est bien correct. Mais de me faire dire qu'il y a certains vêtements que je ne dois pas porter, je suis pas d'accord avec ça. Laisse-moi là aussi exercer mon jugement. Ça a des répercussions, ça, chez moi, quand je viens pour, justement, prendre ma tenue vestimentaire pour aller travailler. Je me dis que je veux pas me faire juger, alors ça commence comme ça aussi, là. Le harcèlement psychologique vertical, qu'on appelle, qui vient de la direction, peut être associé à différents facteurs, dont l'un qui s'appelle la caractéristique de l'individu. Il y a des individus pour qui le pouvoir leur monte à la tête et qui profitent de la situation, j'allais dire pour en jouer, pour en bénéficier, pour en tirer plaisir. C'est ce qu'on appelle le plaisir pervers, le pervers narcissique. Narcissique parce que le narcissique a tendance à dominer les autres, à instrumentaliser les autres, à faire en sorte que l'autre devienne une prolongation de lui-même, à lui obéir au doigt et à l'œil, et donc de manifester concrètement ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. Et là, c'est très difficile à vivre. Et souvent, c'est associé à un autre type de harcèlement qui s'appelle le harcèlement stratégique. On veut se débarrasser de quelqu'un. Quelqu'un qui a fait un geste, qui a fait un commentaire, qui a agi en contestant l'autorité. Et on va lui faire la vie assez dure jusqu'à ce qu'il décide de partir parce qu'il ne peut plus tenir. La règle numéro 1, le boss a toujours raison. La règle numéro 2, c'est toujours la règle numéro 1 qui s'applique. Puis ça, je trouvais que dans les rencontres d'équipe, le respect n'était pas toujours là. On n'était pas entendu. Dans une discussion par rapport à notre clientèle, on fait une remarque, puis là, ils se regardent comme si on venait de dire la plus grande bêtise du monde. Je me dis, non, écoute-moi, puis si jamais j'ai dit quelque chose de vraiment spécial, demande-moi de clarifier, au moins. Ou émets pas ton opinion en disant que j'ai tort. Dis-moi que tu as une autre opinion. Je voudrais ça, je voudrais ce respect-là. Moi, je dirais aussi que je me suis senti utilisé comme un outil de travail et non comme un humain qui accomplit un travail. Ce qui différencie l'humain de la machine, c'est que l'humain, il peut penser. Donc, si on dénie, si on lui refuse ce droit-là à penser, donc pouvoir dire ce qu'il pense, c'est comme si on le méprisait. Donc, ça, de ce côté-là aussi, il y a une dimension reconnaissance qui est manquante. On a eu une formation intéressante. Pas de secret, pas de mensonge. L'image était belle, mais ça s'est jamais appliqué dans la vraie vie. Lorsque tu prends cette formation-là, toute l'équipe ensemble, on se doit de reconnaître certaines faiblesses qu'on peut y avoir. Ça fait partie, justement, de pas secret, pas de mensonge. On peut pas être performante à tous les niveaux, dans tous les domaines. Mais ce qu'on entend de la part de la direction, c'est qu'eux le sont. Et eux n'avouent pas tous les secrets et les mensonges qui sont gardés. Et on ne reconnaît pas qu'il y a un jeu de pouvoir. On reconnaît ça comme un droit de gérance. Nous autres, on savait qu'il se passait plein de choses tout à l'envers. Ça n'avait pas de bon sens. On assiste de plus en plus à des pratiques de gestion qui favorisent la désolidarisation, que ce soit qu'on appelle diviser pour régner, que ce soit avec l'aide de l'informatique, mesurer de façon très précise la performance de chaque individu pour les comparer à l'autre et montrer que l'un est moins bon que l'autre, donc l'un a moins de chances de rester à l'emploi de l'entreprise. Donc on va faire toutes sortes de pressions pour mettre les gens l'un contre l'autre. C'est très important et c'est un facteur de risque majeur au niveau du harcèlement psychologique, mais aussi au niveau de l'ensemble des problèmes de santé psychologique au travail. La direction aussi avait des recommandations à nous faire en nous disant qu'on ne pouvait pas être amis. Entre collègues, on ne pouvait pas être amis
Alors, on a créé une division au sein de l'équipe. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'était pour mieux régner. Que si une collègue osait nommer un inconfort face à la direction, qu'on était une personne contaminante. Qu'on contaminait l'atmosphère et les individus. Le doute s'installe. À la suite de ça, il y a des peines. Il y a des peines parce que des commentaires, des regards aussi qui sont posés sur toi, qui sont des regards méprisants par moment. Alors, c'est vraiment vers toi que tu rediriges toute cette façon d'être de la part de la direction avec toi qui reconnaît pas le travail que tu as accompli. On a montré au Québec, dans l'enquête qu'on a réalisée en 2008, que les travailleurs qui étaient impliqués dans un travail dit émotionnellement exigeant avaient plus de détresse psychologique que les autres, de l'ordre de 2 fois plus. Ces travailleurs-là ont besoin d'aide, ont besoin d'appui, ont besoin d'être reconnus. C'est des métiers difficiles. Et quand les gens arrivent chez eux, souvent, ils sont bouleversés, ils ont besoin de faire une coupure, mais ils ne sont pas toujours équipés, ni personnellement, mais ni l'organisation, souvent, n'a pas les modalités, ne sait pas comment faire. On vient fatigué, on dort pas bien, on en rêve. Moi, je suis parti en vacances, mais je les ai amenés avec moi en vacances. J'y ai pensé tous les jours, j'en rêvais. Et je me dis, dans ce temps-là, c'est parce que ma batterie abaisse. Puis il n'y a personne pour énergiser. Oui, il y a l'association, il y a la CSD, notre délégué syndical, il va nous stimuler, il va nous aider, mais je m'aperçois que ça, c'est bouffant, une atmosphère comme ça. Ça bouffe tes émotions, ça bouffe ton âme aussi. J'ai dû aller consulter pour avoir une médication pour pouvoir retrouver le sommeil. Parce que j'étais trop préoccupé par mille et une choses, les commentaires, la peur de retourner travailler, la peur des représailles. Et lorsque je nommais que j'avais de la peine, on me disait que j'étais frustré. Que c'était pas de la peine, c'était des frustrations que je vivais. Alors, on défaisait l'émotion dans laquelle j'étais, puis de débattre avec la direction pour lui faire comprendre comment tu te sens quand tu l'as déjà nommé, puis on t'a pas cru. C'est pas quelque chose qu'on va de l'avant à la suite de ça. Quelles sont les choses élémentaires à faire, j'allais dire, et à ne pas faire? La première chose à ne pas faire, c'est faire du déni. Dénier que le problème existe et l'attribuer à des caractéristiques individuelles, des faiblesses personnelles. Se questionner sur les causes possibles liées à l'organisation et aux pratiques de gestion qui peuvent être en cause dans cette situation-là. Le devoir général de prévention s'applique partout, dans toutes les entreprises du Québec. C'est l'article 51 de la loi sur la santé et sécurité du travail. Et l'employeur a le devoir de protéger la santé mentale, pas juste au niveau du harcèlement psychologique. Ça, c'est une autre loi, c'est la loi sur les normes du travail qui exige que l'employeur protège les travailleurs du harcèlement psychologique. Mais de tous les risques psychosociaux au travail, la protection de la santé mentale est un devoir de l'employeur, autant que la protection de la santé physique. Mais là, on s'aperçoit que souvent, les droits ils ont été bafoués. Mais avant, jamais personne n'a osé se plaindre. Souvent, les gens disaient « Oh, on va s'arranger ». Ils s'arrangeaient à l'interne, mais ça faisait toujours un arrangement boiteux. Puis souvent, c'était comme discriminatoire pour les autres employés. C'était plus des passe-droits que d'autres choses. Fait qu'il y a un climat qui s'est installé comme ça, je peux si je m'arrange avec mon boss, puis ça, je peux pas. Mais tu sais, c'était biaisé beaucoup. Ça fait que c'est la première fois, c'est la première année qu'il y a des griefs. Puis il y en a un et un autre parce qu'il y en a beaucoup de manquements à la convention collective. Puis en même temps, c'est le climat qui a changé aussi. Maintenant, tu peux plus t'arranger à l'amiable parce que ça paraît, parce que tout le monde se parle, parce que ça se sait. Puis au fond, t'es perdante quand tu t'arranges à l'amiable parce que ce que t'as obtenu, on va te le faire payer après. Je t'ai donné ça, tu vas me donner ça. Quoi faire pour améliorer la situation, régler le problème, en parler, mais aussi
se regrouper, travailler ensemble, se solidariser. Ensemble, regroupés, solidaires, on est capable de faire face beaucoup plus à la musique, se protéger davantage des facteurs de risque qui portent atteinte à la santé mentale, mais aussi se protéger davantage contre des fléaux qu'on appelle le harcèlement psychologique. Les syndicats agissent depuis toujours sur ces questions-là, sans nécessairement appeler ça santé mentale. Ne serait-ce que simplement de pouvoir dire « nous » plutôt que d'être obligé de dire « je » pour demander quelque chose, pour dire que ça va pas, ça fait toute la différence du monde. Dans les interventions les plus efficaces étudiées par une de mes collègues, Rachel Cox, qui travaillait sur le rôle des syndicats, les syndicats qui allaient voir l'individu qui est harcelé en disant « écoute, ça se fait pas. Tu sais, on va pas aller en cours avec ça, là. Et toi, là, arrête de faire ça. » Des fois, c'est l'intervention la plus efficace qu'on peut pas avoir. Ça coûte pas cher, puis tout le monde va vous respecter après. Ce qui va aider le témoin dans sa situation difficile de dénoncer une situation inacceptable, c'est la présence d'un syndicat à qui il peut se référer pour que, dorénavant, des mots soient bannis, que des comportements soient plus acceptés. Et souvent, ce qu'on dit, le premier signe d'un programme de prévention du harcèlement psychologique qui se tient debout et qui est efficace, c'est que la haute direction dans l'entreprise fait savoir à tout le monde que de tels comportements ne sont plus jamais tolérés et qu'il y aura action de prise pour empêcher, non pas nécessairement punir, mais il peut y avoir des actions punitives, empêcher que telle situation se répète. Le témoin, il va être courageux s'il sent que le groupe, l'équipe est contre le comportement déplacé du harceleur. J'avais une citation que j'ai vue récemment d'Albert Einstein qui disait « Le monde est dangereux à cause des gens qui font du mal, mais encore plus à cause des gens qui le regardent et le laissent faire. » Toute cette violence psychologique-là qu'on se fait faire et qu'on se fait soi-même, il faut cesser ça. Je voudrais encourager les gens à aller de l'avant. Parce que lorsque nous nous taisons, nous le cautionnons. Il faut aller de l'avant, il faut parler. Il y a des gens qui nous croient. Et quand on ne se sent pas cru de la part de la direction, on se retourne et on doit aller chercher de l'aide extérieure. Dans les personnes qui peuvent nous aider, le conseiller syndical est d'une très grande écoute, compréhension, et sait nous guider vers les bonnes personnes à qui rencontrer. C'est un conseiller syndical, mais c'est un conseiller qui travaille avec des humains, puis qui va faire en sorte que tu vas pouvoir t'épanouir à nouveau puis te retrouver. Parce que on est déconstruit à la suite d'avoir vécu du harcèlement psychologique. On se fait assassiner à petit feu. Puis on s'assassine quand on réagit pas ou quand on se tait. On aide la personne qui nous assassine à aller jusqu'au bout. Thank you.